Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série J-Ligue 1, la série dans laquelle à chaque jour on essaye de faire un petit focus sur un club de Ligue 1 qui est plutôt censé jouer le haut du tableau. À chaque fois on revient sur la saison qui vient de se passer, faire un petit récap avant de voir les différents changements qu'il y a eu cet été, d'un point de vue mercato, si les entraîneurs ont bougé également. Et ensuite évidemment on essaye de dresser un 11 type qui partirait pour cette saison à venir, même si le mercato est encore long, il reste encore à peu près un mois avant la fin du mercato, donc ça peut encore bouger évidemment. Mais on essaye déjà de voir une première ébauche, on va dire, d'un 11 titulaire, et on termine avec tout simplement l'ambition que le club doit avoir, la projection, et donner un petit pronostic, essayer de se mouiller un peu. On a déjà fait, comme vous l'avez peut-être déjà vu, Nice, on a fait également Marseille, également le Stade Rennais, la vidéo est sortie hier. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement se tourner, comme vous l'avez vu dans le titre, vers l'AS Monaco. On file direction le Rocher, bon visionnage à tous. Et on commence tout de suite donc avec le récap de la saison précédente. L'AS Monaco a terminé 3ème du classement, une 3ème place qui a un goût amer on va dire, puisque l'AS Monaco aurait pu terminer 2ème en cas de victoire lors du dernier match face à Lens. On se rappelle, les Monégasques s'étaient fait égaliser au tout dernier instant face aux Lensois, et dans le même temps l'Olympique de Marseille avait gagné 4-0 de son côté à domicile face à Strasbourg, ce qui avait permis aux Olympiens de vraiment coiffer les joueurs du Rocher sur le poteau et de prendre cette 2ème place vraiment au dernier moment. Alors on va dire, je dis une 3ème place au goût un petit peu amer, alors certes il y avait de l'espoir, mais en revanche, quand on se tourne un peu sur ce qui s'est passé au cours de la saison, on va dire que cette 3ème place c'est déjà un exploit, si on peut dire ça ainsi, puisque je regardais tout à l'heure, à la 28e journée de Ligue 1, à 10 journées de la fin, Monaco était à 9 points du podium. Voilà, il y avait une saison qui était quand même pas forcément très évidente. On sait qu'il y a eu également un changement de coach en milieu de saison avec Niko Kovac qui s'en est allé pour laisser sa place à Philippe Clément au mois de janvier. Et voilà, le coach belge il est arrivé, petit à petit il a essayé de mettre en place les choses. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais on va dire que là ça a fini par prendre, et tout ça pour finir la saison en boulet de canon tout simplement, avec 9 victoires d'affilée jusqu'à la 37e journée. Il y a simplement sur ce dernier match où il y a eu match nul donc face à Lens, ça aurait pu faire même 10 victoires d'affilée, mais voilà, une fin de saison complètement folle où les Monégasques rasaient tout sur leur passage. Et donc on va dire que bon, voilà, il y a certes des regrets, mais finir 3ème au vu de la saison dans son entièreté, c'est quand même finalement un bon résultat, et être sur le podium c'est plutôt bien, surtout que ça leur ouvre les portes pour aller disputer les barrages pour éventuellement se qualifier en Ligue des Champions. Au moment où je tourne, hier il y a eu le match aller justement des barrages entre Monaco et PSV Eindhoven du côté de Louis II. Il y a eu un but partout entre les deux équipes. Peut-être un résultat assez décevant pour les Monégasques qui ont fait une bien meilleure partie que les Hollandais, j'ai trouvé. Voilà, peut-être quelques regrets, mais bon, il va y avoir un match retour du côté des Pays-Bas. Ça risque aussi d'être plus dur forcément, mais on verra s'ils arrivent à se qualifier. On le rappelle surtout, s'ils se qualifient, ils iront ensuite au barrage. C'est on va dire un 2e tour ensuite, où ils affronteront le vainqueur de Union Saint-Gilloise contre Glasgow Rangers. Et donc en fonction, s'ils se qualifient face au PSV, ils joueront ensuite face au vainqueur de cette confrontation-là. Et s'ils venaient à gagner de nouveau, ils pourraient se qualifier pour la Ligue des Champions. Si c'est pas le cas, ils seront reversés en Europa League, voilà, qu'ils ont connu déjà cette année. L'année passée, ils avaient déjà chuté au même stade de la compétition face au Shakhtar Donetsk, qui ne s'étaient pas qualifiés. Ils avaient donc fini dans les groupes d'Europa League. Et puisqu'on parle justement des groupes d'Europa League, on va parler de cette campagne européenne qu'a fait l'AS Monaco. Ils avaient terminé premier de leur groupe, dans un groupe voilà, qui était quand même plutôt à leur portée. Il y avait justement déjà le PSV Eindhoven qui était là, il y avait également la Real Sociedad, une équipe importante espagnole, et ils avaient également Sturm Graz, voilà, une équipe de moindre niveau. Mais voilà, les Monégasques qui avaient fait le boulot en terminant premier, s'évitant par la même occasion de passer par les 16e de finale, les barrages, et ils étaient allés directement en 8e. Et un petit peu comme ce qu'on a dit avec Rennes hier, là aussi, assez décevant, même si pour Monaco il y a un petit peu moins d'excuses, puisque les Monégasques sont tombés sur les Portugais de Braga, un club qui est quand même censé être assez inférieur, on va dire, à l'AS Monaco, du moins sur le papier. Et pourtant ça n'a pas empêché les Monégasques de se faire éliminer en 8e de finale de cette compétition. Donc voilà, là aussi assez décevant, on s'attendait à mieux quand on voyait l'effectif monégasque cette saison. On pouvait espérer mieux, au moins voilà, pourquoi pas aller en quart ou en demi de cette compétition, ça aurait pu être jouable largement. Au lieu de ça, ils ont été sortis par Braga donc. Voilà, donc de ce côté-là, petite déception. Si on ajoute à ça avec la déception sur, on va dire, une grosse partie de la saison en championnat, parce que voilà, c'est surtout sur la fin que le club s'est activé. Voilà, ça fait quand même une saison un peu en demi-teinte pour le moment, et la Coupe de France va rien ajouter à ça, puisque les Monégasques, là aussi, avaient peut-être la place d'aller faire quelque chose sans les favoris qui avaient été sortis de la compétition. Et bien, ils ont été, eux, sortis en demi-finale, les joueurs de la Principauté, face au FC Nantes au pénalty.
Là aussi, il aurait pu avoir, pourquoi pas, un duel assez mythique, on va dire, contre l'OGC Nice, avec une grosse rivalité en finale au Stade de France. Au lieu de ça, c'est bien les Nantais qui sont allés remporter la finale au Stade de France. Donc voilà, je le disais, une saison vraiment en demi-teinte, même si finalement cette troisième place assez inespérée vient relever un petit peu tout ça. On va se tourner donc désormais plutôt vers les changements, essayer de voir vers l'avenir, maintenant qu'on a pu parler ensemble du passé. Et au niveau des changements, donc je le disais, déjà un changement d'entraîneur en cours de saison. Donc évidemment, Philippe Clément est bien toujours présent sur le banc de cette équipe monégasque. Il a signé un contrat lui jusqu'en 2024, donc voilà, il devrait être encore là pendant un petit moment. Le tacticien belge, et donc voilà, un entraîneur qui petit à petit a pris ses marques l'an passé. On a vu au début que c'était pas évident, comme je le disais, mais voilà, on a vu en fin de saison également que c'était quand même un coach qui avait certaines idées et qu'une fois qu'il a pris vraiment en main son effectif, et voilà, on a vu des joueurs tout simplement qui marchaient sur l'eau en fin de saison. Donc il y a vraiment une bonne dynamique. Il va falloir essayer de relancer tout de suite dès le début du championnat. Et ça a commencé d'ailleurs dès hier avec ce match face au PSV Eindhoven, pas forcément bien payé au vu de la performance. Mais voilà, il va falloir tout de suite essayer de se remettre en marche. Niveau départ du côté de l'OGC Nice, évidemment, de l'OGC Nice, non, de l'AS Monaco, pardon. On s'y perd avec toutes ces vidéos sur les différents clubs de Ligue 1. Mais non, mais niveau départ, on peut parler forcément, qui d'autre, de Aurélien Tchouaméni, qui a quitté le club pour 80 millions d'euros. Alors, il y a également 20 millions d'euros de bonus éventuels. Ça pourrait monter aux alentours des 100 millions d'euros, la transaction finale. Et voilà, évidemment, avec cette perte, tu perds l'un des joueurs phares de la saison passée, l'un surtout des meilleurs joueurs du championnat de France, qui a été assez exceptionnel, vraiment l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 la saison passée, vraiment un joueur capable d'énormément de choses, un très très gros travail défensif, également avec une super qualité de passe. Enfin voilà, je ne vais pas vous dresser toutes les qualités d'Aurélien Tchouaméni. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est aussi que vous connaissez un petit peu le football et surtout que vous vous y intéressez. Et donc voilà, on sait qu'Aurélien Tchouaméni est forcément amené à faire de très grandes choses à la fois avec le Real Madrid et même en équipe de France. C'est ce qu'on verra d'ailleurs peut-être pendant la Coupe du Monde cette saison. Mais voilà, déjà une très grosse perte au milieu de terrain. On peut également parler de différents joueurs qui avaient été prêtés et dont les options d'achat ont été levées. C'est le cas de Pavlovic qui avait été prêté à Salzbourg, dont l'option d'achat a été levée pour 7 millions d'euros avec 2 millions d'euros de bonus. On peut également citer Pellegrini qui avait été prêté au Torino du côté de la Serie A, l'attaquant monégasque qui avait vraiment jamais réussi à s'imposer malgré une grosse transaction au moment où Monaco l'avait acheté. Voilà, un joueur qui a eu pas mal de difficultés. Et donc Torino lève l'option d'achat et va le prendre dans ses rangs. Donc lui c'est pour environ 5 millions d'euros il me semble, donc voilà, il y a quand même une grosse moins-value. Je crois qu'il avait été acheté pour une vingtaine de millions d'euros à l'époque par l'AS Monaco en 2018, donc voilà, quand même une grosse perte financière, mais on va dire voilà, ils essayent au moins de dégraisser un petit peu et d'en tirer au moins quelque chose. On peut également citer Jean-Eudes Daoulou qui avait été prêté à Strasbourg cette saison. Lui aussi, il n'a jamais vraiment su s'imposer du côté de l'AS Monaco. Et donc, il va finir dans le club strasbourgeois, le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui avait été déjà prêté en Alsace cette saison. Et donc là, pour 3 millions d'euros, il va faire le chemin qu'il connaît déjà de la saison passée. Il va retourner du côté de Strasbourg. On peut également vous citer forcément le départ de Cesc Fabregas, le milieu de terrain qui était en fin de contrat, qui part libre, qui a rejoint le club de Côme en Italie. Voilà, plutôt pour évidemment une fin de carrière. Lui en plus qui a des parts dans ce club-là, mais voilà, vraiment un joueur qui était sur le déclin, dont l'AS Monaco ne se servait plus, bien qu'il ait été un joueur assez exceptionnel. On va dire que c'est pas forcément très très grave cette perte-là de ce point de vue-là. On a également Benjamin Lecomte qui a été prêté à l'Espagnol Barcelone cette saison, qui va être prêté de nouveau dans le club de la capitale catalane. Et donc voilà, qui va essayer de retourner faire le bonheur de l'Espagnol Barcelone. Et pour finir, on peut également citer le départ de Djibril Sidibé, quand même un joueur assez marquant de l'AS Monaco, lui qui part aussi en fin de contrat, et actuellement il n'a toujours pas de club. Alors il y a plusieurs clubs anglais qui s'étaient positionnés sur lui, pour l'instant il n'en a toujours pas. Affaire à suivre, on verra lui ce qu'il peut donner, en tout cas où est-ce qu'il peut jouer. Et voilà, là c'est aussi une page qui se tourne avec le départ de Sidibé, lui qui faisait partie vraiment de cette belle équipe monégasque qui avait été notamment championne de France, qui avait fait un très beau parcours en Ligue des Champions, et voilà, quand le club est allé en demi-finale en 2017. Donc voilà, là aussi une perte, on va dire qu'il jouait moins évidemment, vu son âge qui commençait à progresser également, mais voilà, c'est aussi forcément significatif et important à mentionner.
Si on se tourne vers les arrivées désormais, ce qui intéressera le plus finalement les suiveurs de l'AS Monaco, la recrue phare évidemment c'est Takumi Minamino, le joueur de Liverpool qui arrive pour la somme de 15 millions d'euros. Alors là aussi je crois qu'il y a 3 millions d'euros de bonus éventuels en fonction des objectifs qui peuvent être réalisés. Mais voilà, Takumi Minamino, un joueur qui a été quand même malgré tout assez important du côté de Liverpool l'an passé, qui a fini je crois meilleur buteur des deux coupes anglaises, la coupe de la Ligue et la FA Cup. Un joueur qui a été important. Jürgen Klopp a vraiment eu beaucoup de compliments à son égard lors de son départ. Il a précisé que la saison des Reds n'aurait pas été la même sans lui, mais qu'évidemment ça avait été compliqué de s'imposer dans cette équipe quand on a des attaquants comme Salah, comme Mané sur les ailes, avec en plus de ça désormais Jota et le joueur de Porto, j'oublie son nom, Luis Diaz, voilà, pardon, qui est arrivé également. Voilà, ça fait énormément de concurrence. Alors voilà, c'est un très bon joueur, mais qui n'a peut-être pas qui n'a pas su passer ce palier-là pour aller concurrencer les tout meilleurs d'Europe. Et donc, je trouve que c'est un très bon recrutement de la part de l'AS Monaco d'essayer de le relancer après qu'il ait montré aussi de très belles choses du côté de Salzbourg avant de s'engager avec Liverpool. La deuxième recrue, on va dire la plus chère en termes d'argent, c'est Brelem Bolo qui a rejoint le club en provenance de Mönchengladbach. Donc lui, c'est pour 12,5 millions d'euros qu'il arrive. L'attaquant suisse, et lui aussi il va pouvoir essayer d'apporter un petit peu de profondeur à cette équipe monégasque, bien que le secteur offensif soit quand même assez rempli déjà, je trouve. Voilà, ça va être une option supplémentaire pour Philippe Clement, et je trouve là aussi que c'est quand même une bonne opération pour un attaquant dont on entend beaucoup de bien en Bundesliga. Voilà, il avait réussi des saisons, il a marqué quand même pas mal de buts. Un joueur intéressant, là aussi je pense que vraiment ça peut être une bonne opération. On peut aussi vous citer forcément le prêt de Thomas Didion, le gardien du Cercle de Bruges en Belgique, qui va venir pour faire la doublure de Alexander Nubel. Voilà, lui il est prêté par le club belge, et il connaît certainement très bien Philippe Clement pour le coup, mais voilà, ça va être la doublure de Alexander Nubel. Alors il sera certainement pas amené à avoir énormément de temps de jeu, mais un joueur qui va venir au moins faire le nombre et essayer de remplir ce poste-là. Pour finir, on peut également parler du retour de Goebbels, qui lui avait été prêté au FC Nantes cette saison et qui revient après une année là-bas où il avait montré quand même des choses intéressantes du côté de Nantes. Alors c'est un très jeune joueur qui a la vingtaine d'années, mais voilà, lui aussi il va falloir peut-être qu'il commence à gratter du temps de jeu petit à petit. Je sais pas encore si l'AS Monaco a prévu de le reprêter ou non, parce qu'il commence aussi à avoir du monde offensivement, je le disais, mais voilà, lui il va falloir aussi qu'il continue à s'aguerrir pour potentiellement essayer de décrocher un rôle de titulaire un jour dans une équipe de Ligue 1 à minimum, ou même dans un autre club, mais voilà, qui continue à engranger de l'expérience pour progresser. Désormais, on va se tourner vers le 11 type que pourrait aligner Philippe Clement cette saison. Évidemment, on a une première ébauche au vu de ce qui avait été proposé dans le match d'hier face au PSV Eindhoven en tour préliminaire de Ligue des Champions. Alors il y a eu également les matchs amicaux, etc. On semble se tourner vers un 4-2-3-1 ou alors un 4-4-2, ça dépend comment vous voyez les choses, mais voilà, moi je dirais plutôt que ça ressemblerait à un 4-2-3-1 au vu des joueurs qui sont utilisés, avec donc Alexander Nubel dans les buts, le gardien, voilà, qui lui aussi a commencé à vraiment montrer des belles choses, notamment sur la deuxième partie de saison avec Monaco l'an passé. Il va pouvoir lui aussi continuer de progresser, ce jeune gardien qui est un petit peu annoncé comme le futur grand gardien allemand. Voilà, moi je pense que c'est une bonne chose de miser sur lui, et donc à voir s'il continuera à performer comme il a pu le faire en deuxième partie de saison l'an passé. On parlait de Didion qui va venir pour l'épauler en tant que doublure donc. Si on se tourne vers la ligne défensive, donc là pour moi ça va être il va y avoir certains rôles où les joueurs, voilà, pourraient être interversés. Il va y avoir beaucoup de matchs cette saison, comme pour quasiment tous les autres clubs dont on a parlé. Il va y avoir la Coupe d'Europe pour l'AS Monaco qui va être jouée, donc ça va enchaîner des matchs, 2 matchs par semaine pendant un long moment jusqu'à la Coupe du Monde, certainement jusqu'en novembre. Surtout que l'AS Monaco, en plus de ça, potentiellement ce premier barrage, et pourrait en avoir un deuxième s'il venait à passer. Donc ça rajoute encore 4 matchs. C'est un début de saison extrêmement compliqué qu'a l'AS Monaco en termes de voilà, du nombre de matchs que l'AS Monaco va avoir à disputer. C'est assez conséquent. Et donc, je pense que les joueurs vont tourner. Voilà, sur le côté droit, je verrais bien Vanderson comme titulaire, lui qui était arrivé l'an passé au mercato hivernal. Vraiment un joueur un de mes coups de cœur aussi cette saison. Il fait partie de ces joueurs-là que j'ai découvert, que je connaissais pas forcément avant, et que je trouve assez exceptionnel, qui est capable d'apporter offensivement pour son équipe. Vraiment
un joueur qui serait presque comme un ailier, mais voilà, que je trouve très très bon. Et sachant qu'en plus de ça, derrière lui, il a Ruben Aguilar qui peut aussi très bien faire le travail. Et là aussi, ça pourrait alterner entre les deux joueurs. On a, on va dire, deux bons joueurs de Ligue 1, avec pour moi une légère avance tout de même pour Vanderson. Et même si je verrais bien Aguilar gratter quand même pas mal de temps de jeu et de postes de titulaire. C'est un petit peu pareil de l'autre côté avec Caio Henrique que je vois partir titulaire côté gauche et Ismaël Jacob par exemple qui a joué hier face au PSV. Là aussi où je trouve que c'est une très bonne doublure et ça m'étonnerait pas que les rôles puissent s'inverser en cours de saison en fonction des dynamiques que les joueurs sont capables de proposer. Voilà, vraiment des deux côtés, je trouve que les 4 latéraux sont vraiment d'un niveau assez bon, ce qui est assez rare à souligner. On sait que déjà pour avoir 2 bons latéraux dans une équipe c'est assez compliqué. Et bien là ils font carrément le coup quadruple la Monaco avec ces 4 latéraux. Je trouve que vraiment ils ont vraiment des faire-valoir à montrer. En défense centrale, donc certainement Maripane qui sera associé à Disasi. Je parle pas de Badiachil parce qu'a priori, même si rien n'est encore officiel, Badiachil il serait quand même voué à quitter le club de la Principauté cet été. Voilà, les sons de cloche qui reviennent, c'est vraiment que le joueur devrait partir. L'AS Monaco a fixé son prix assez cher, on parlerait d'une 50aine de millions d'euros. Alors c'est un joueur jeune de 21 ans, mais il semblerait qu'il puisse partir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment, s'il venait à partir, ce serait vraiment voilà, Maripane et Disasi. Et si Badiachil restait, il pourrait totalement s'intégrer dans cette défense, lui aussi. Et sachant que derrière ces joueurs-là, on a également Matsima qui peut faire la doublure et Marcelin. Bon pour moi voilà, c'est peut-être un cran en dessous, notamment Marcelin, mais des jeunes joueurs aussi qui sont prometteurs. Il va falloir aussi en voir un petit peu plus. On connaît pas forcément énormément, même s'ils ont déjà eu un petit peu de temps de jeu, l'un et l'autre, à des hauteurs différentes. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est peut-être là-dessus déjà un petit peu léger si Badiachil venait à partir. Pourquoi pas penser à un recrutement défensif, potentiellement un joueur avec de l'expérience, voilà, un défenseur que tu pourrais avoir pour un moindre coût, qui serait capable d'entrer dans la rotation, qui serait capable aussi d'assurer certains matchs de Ligue 1 a priori censés être de plus bas niveau, ou même de Coupe d'Europe lorsque tu t'es déjà qualifié, ou ce genre de match où il n'y a plus forcément énormément d'enjeux. Voilà, pour moi ce serait assez important de recruter dans ce secteur-là. Si on parle ensuite du double pivot, donc évidemment je verrais bien Fofana, le compère de Tchouaméni, qui a été délaissé par son ancien coéquipier forcément. Fofana pour moi titulaire indiscutable. Hier avait été aligné avec lui Elliot Matazo, donc un joueur de 20 ans, assez jeune là aussi, qui a l'air très prometteur et qui est capable à mon avis de montrer de belles choses. Mais je pense que c'est encore un petit peu juste pour vraiment être titulaire indiscutable de cette équipe de l'AS Monaco, qui doit avoir des prétentions quand même assez élevées. Voilà, pour moi, il faut essayer d'aller chercher quelqu'un un cran au-dessus. Alors, il y avait des rumeurs sur Adrien Rabiot, a priori ça ne se fera pas. Il devrait rester du côté de la Juventus, ou du moins ne pas s'engager avec l'AS Monaco, parce que son salaire est quand même assez conséquent, même si la Juventus essaye de le faire partir, parenthèse refermée. Mais voilà, l'AS Monaco semblerait avoir mis son grappin en tout cas sur Soumaré désormais, le joueur de Leicester qu'on connaît bien en France, puisqu'il avait joué du côté de Lille. Il avait été assez exceptionnel. Pour le coup, du côté de Leicester, ça a été un petit peu plus mitigé. Il n'a pas forcément réussi vraiment à s'imposer dans l'entrejeu des Foxes. Et je pense que ça peut être une bonne pioche là aussi d'essayer de relancer Soumaré, un joueur que j'avais trouvé très très bon à l'époque quand il était dans le Nord, et qui pourrait essayer de venir voilà, reperformer plus au sud de la France, et surtout essayer de combler ce trou que laisse Aurélien Tchouaméni. Pour moi, il aurait peut-être pas la même qualité et la même capacité qu'Aurélien Tchouaméni, car on parle d'un joueur hors norme, mais je pense que voilà, il pourrait au moins vraiment bien faire l'affaire et être vraiment un titulaire pour le coup. Voilà, sachant que derrière tu aurais Matazo pour tourner, tu aurais également Pelé, le jeune Pelé, et tu as évidemment aussi Jean Lucas qui avait été acheté à l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça fait quand même un bon nombre de joueurs, même si là aussi, au-delà même du joueur phare que tu pourrais acheter au milieu, pour moi ce serait pas forcément délirant d'acheter un autre milieu de terrain encore. À voir ensuite si pourquoi pas tu as des jeunes qui peuvent monter également, ou même certains joueurs dont on va parler ensuite sur la ligne un petit peu plus offensif qui pourraient redescendre, comme c'est le cas de Golovin. Je sais qu'il avait déjà joué à ce poste là à un moment donné, alors même si bon, c'est évidemment pas son poste de prédilection. Voilà, si on parle justement de Golovin, moi je le verrais bien aligné titulaire sur le côté droit cette saison, avec un Kevin Volland plus au centre, on va dire en tant que numéro 10 ou faux numéro 9, et du côté gauche Takumi Minamino. Voilà, c'est pour moi les 3 joueurs vraiment qui sont censés t'apporter offensivement, derrière Wissam Ben Yedder qui sera aligné en pointe. Sachant que là aussi pour tourner sur les ailes t'as du monde, tu as côté droit Crépin Diatta, Gelson Martins, 2 joueurs assez, notamment Gelson Martins assez dynamiteur, bon, qui est assez mitigé chez les supporters de l'AS Monaco, voilà, qui est parfois un petit peu
pas forcément toujours habile balle au pied, mais qui est quand même capable de fulgurance, notamment grâce à sa vitesse. Et Crépin Diatta, lui, qui est un jeune assez prometteur. De l'autre côté, on peut parler aussi de Sofiane Diop, forcément. On parlait de Jebels, qui peut jouer sur ces postes-là. Sofiane Diop, a priori, l'AS Monaco ne compterait pas forcément sur lui, d'après les dernières rumeurs que j'ai vues. Alors, est-ce que c'est simplement des rumeurs ou est-ce que c'est avéré? En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un super joueur et je pense que le club de Ligue 1 ou même d'étrangers qui se jetteraient sur lui ferait vraiment une très bonne affaire si l'AS Monaco veut s'en débarrasser. Mais en tout cas, pour l'instant, il est monégasque et je pense qu'il peut vraiment apporter, même pourquoi pas en tant que titulaire cette saison, même s'il l'a moins été au fur et à mesure que le temps a passé sous les ordres de Philippe Clément. Voilà, je trouve vraiment que c'est un joueur assez essentiel de cet AS Monaco. Et on parlait de Golovin qui peut jouer sur le côté droit. Il peut aussi jouer en numéro 10 ou faux numéro 9, justement à la place de Voland. Il a cette capacité-là, lui aussi, à jouer un petit peu à plusieurs postes, bien sûr si sa santé le laisse tranquille. Et si on parle offensivement parlant, donc on parlait de Ben Yedder en pointe qui sera certainement titulaire. Il y a également Mbolo qui a été acheté quand même pour une certaine somme, donc là aussi ça m'étonnerait pas qu'il débute un bon nombre de matchs en tant que titulaire. Et on peut aussi parler également de Myron Boadou qui avait été acheté l'an passé. Pour l'instant, on va dire que c'est mitigé encore son arrivée, mais voilà, c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup de choses à prouver et qui va avoir aussi du temps de jeu certainement cette saison, peut-être sur des matchs un petit peu moins importants vu de la concurrence qui est en train de se profiler, mais un joueur pour le coup en qui je crois beaucoup également et je pense qu'il a vraiment une carte à jouer cette saison s'il se donne à fond, notamment s'il entre en cours de match ou même dans des matchs où il sera aligné en tant que titulaire pour faire tourner. Désormais, on va finir cette vidéo avec l'ambition que doit avoir l'AS Monaco. Pour moi, l'AS Monaco doit faire au moins aussi bien que la saison passée. Je le dis dans toutes les vidéos pour chaque club. C'est logique, vous allez me dire, mais voilà, l'AS Monaco a terminé 3e et le club doit au moins finir sur le podium de nouveau. Quand on voit l'effectif, ça semble quand même un effectif être taillé vraiment pour jouer le haut du tableau, les places européennes. On va encore certainement voir quelques recrues qui devraient arriver, notamment avec un milieu phare. Et je pense vraiment que l'AS Monaco a un effectif, pour moi pas encore complet, je le disais, il y a quelques postes où il y a besoin de renfort pour la profondeur notamment, pour tourner sur certains matchs, mais je vois vraiment un effectif qualitatif et surtout avec beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent encore exploser, qui peuvent progresser. Voilà, il y a bon nombre de joueurs pour moi qui ne sont même pas encore à leur prime comme on dirait, qui doivent encore atteindre leur maturité, et il y a autour de ça des joueurs d'expérience, on peut parler d'un Ben Yedder, d'un Kevin Voland, voilà, il y a beaucoup de joueurs à côté de ça qui sont aussi, qui commencent à vraiment avoir de l'expérience. C'est aussi le cas de Golovin qui commence aussi à engendrer de l'expérience au fur et à mesure que les années passent. Mais voilà, je vois vraiment un bel alliage et je vois bien cette équipe terminer, moi de mon côté, 3e du championnat. J'en fais vraiment mon équipe de cette 3e position. Voilà, comme la saison passée, pas vraiment de surprise. Je pense que la perte de Tchouaméni va être dure à surmonter, du moins au début, mais en fonction du remplacement qui va être fait, ça peut aussi être réglé. Soumaré, voilà, je le disais, s'il venait à être acheté, ça semblerait bien avancé cette opération. Je le verrais bien vraiment pouvoir prendre ce rôle-là de Tchouaméni, évidemment je le disais à un degré moindre, mais voilà, qui pourrait vraiment largement faire le boulot, et j'ai l'impression qu'offensivement l'AS Monaco s'est renforcé avec ses apports offensifs, et voilà, il y a peut-être juste sur ce point défensif où il y a quelques doutes, même si pour moi Vanderson par exemple va encore prendre de l'assurance, voilà, commencer à connaître encore un petit peu plus ses coéquipiers. Vraiment je vois un bel alliage global, et je les vois bien finir 3e. Pour la Coupe d'Europe, c'est assez compliqué de se prononcer, on ne sait pas encore s'ils joueront la Ligue des Champions, s'ils joueront l'Europa League. Voilà, attendons de voir. Je pense que si tu vas en Ligue des Champions, bah, ton objectif, ça doit être forcément d'essayer de passer le cap des groupes, aller en 8e. Ou alors, comme je le disais un petit peu pour Rennes, c'est au moins terminer Rennes, je dis n'importe quoi. Comme je le disais pour l'Olympique de Marseille, pardon, c'est au moins essayer de terminer 3e et pourquoi pas aller faire un beau parcours en Ligue Europa si jamais t'es en Ligue des Champions. Et bah, si t'es en Ligue Europa, tout simplement se qualifier, aller le plus loin possible, essayer de faire vibrer les supporters. On voit que l'effectif est vraiment, les postes sont doublés pour la plupart, même s'il y a quelques retouches à faire. Donc vraiment, voilà, essayer de jouer sur plusieurs tableaux pour essayer de faire vibrer tout le monde et réveiller un petit peu le stade Louis II cette saison. Ce serait forcément une bonne chose. Vous qui regardez cette vidéo, supporter de l'AS Monaco ou non, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez votre club remonter, peut-être d'un cran, passer 2e cette saison, peut-être même aller titiller les équipes qui vont jouer la première place du classement, si vous voyez un petit peu de suspense dans ce titre de Ligue 1 cette saison. Alors est-ce que justement vous voyez peut-être avec la perte de Tchouaméni le club redescendre plus bas? J'ai hâte de vous lire vos commentaires. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon pronostic ou non, si vous voyez totalement autre chose. Voilà, je suis l'AS Monaco de manière assez
voilà, comme les autres clubs de Ligue 1, je regarde un petit peu des matchs de toutes les équipes chaque week-end. C'est ce que je fais depuis plusieurs saisons, comme vous vous en doutez forcément. Mais je vois pas tous les matchs, donc je suis forcément moins bien informé que tous les suiveurs de l'AS Monaco. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, même également les gens qui sont pas forcément supporters de ce club-là. Je serais ravi de découvrir ce que vous avez à dire là-dessus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Il en restera 2 jusqu'à la reprise de la Ligue 1, une demain et une vendredi, avant le premier match Lyon-Ajaccio ce vendredi, où on va terminer ce top 6 de Ligue 1 avec les 6 équipes que l'on voit en tête. En tout cas, vous l'avez compris pour l'instant. Donc on va refaire le récapitulatif. Je vois donc Marseille 6e, Rennes 5e, Nice 4e et donc Monaco 3e. Voilà, pas forcément de suspense pour les 2 dernières places comme vous vous en doutez, mais on verra ça ensemble demain. Donc activez la petite cloche et abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Surtout si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!